Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième et dernière journée déjà de notre événement art et NFT. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée de conférences, d'art, de NFT, de blockchain, etc. Pour refaire juste un petit peu le contexte pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc ici, on est dans le contexte du projet Museum Lab, qui est un projet du pôle muséal qui est financé par le FEDER, donc les fonds européens. L'objectif de ce projet, c'est d'être en fait le laboratoire des musées de la ville de Mons et de pouvoir tester des nouvelles technologies dans nos musées. On est un peu comme un hub, on accompagne des porteurs de projets, on les aide à développer un prototype et on teste ce prototype dans nos musées et du coup on reçoit des retours de nos visiteurs afin d'améliorer cette techno, etc., etc. Ici, pour ce projet, pour cet événement, notre porteur de projet est Harold Kinney, juste là derrière, qui est venu au Museum Lab avec un projet qui s'appelle D-Even, qui est en fait sa plateforme à la base de ticketing et de cashless, qui fonctionne sur blockchain. Et nous, on a développé l'axe vente de NFT, donc marketplace, et on a donc collaboré avec 3 artistes que vous pouvez voir exposés juste à côté, donc Emeline Duval, Laurence Vray et Emmanuel Selva. Et ensuite, ajouté à tout ça, on s'est dit que ce serait vraiment top d'avoir d'autres artistes qui sont déjà un step plus loin dans les NFT. Et du coup, Noir Artiste et la galerie Artecom avec Frédéric Duru et Nathalie Hérin se sont ajoutés à cela. Voilà, donc l'objectif ici, c'est vraiment, on est en mode expérimental, laboratoire, on teste, on ouvre la discussion, on ouvre le dialogue. Et voilà, le but, c'est d'essayer de peut-être trouver des pistes de réflexion, de solutions à nos questionnements, étant donné que tout ça, c'est un petit peu nouveau pour le grand public, en tout cas. Donc voilà, on va commencer du coup cette journée par une première conférence avec Sarah Bouraga, qui est professeure à l'UNAMIR. Voilà. Merci. Je sais pas si ça fonctionne ou pas. Ouais, ok, nickel. Merci pour la présentation. Donc voilà, je m'appelle Sarah Bouraga, je suis professeure à l'Université de Namur dans le département de gestion. Mes domaines de compétences sont liés au management de l'information, donc tout ce qui est ingénierie des exigences, analyse de données et évidemment blockchain, où je donne d'ailleurs un cours aux étudiants de master sur le sujet. Donc j'ai réalisé cette petite présentation avec mon collègue Victor Amaral, qui est aussi un chercheur dans notre équipe. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, et on y va. Donc l'objectif ici, ça va être vraiment de démystifier un petit peu la technologie blockchain, donc rendre ce mot un petit peu moins complexe, un peu moins nébuleux. Et avant de commencer, j'aimerais juste savoir qui avait déjà entendu parler de la blockchain avant de s'inscrire à la conférence. Hein. All right, everyone, basically. OK. Et qui sait comment ça fonctionne ou pense savoir comment ça fonctionne? Il n'y a pas d'interro, hein, promis. OK. Donc, ça va être beaucoup de redites, mais bon, ma foi, pourquoi pas. D'accord. Je pense qu'il y a un espace qui est dédié aux questions-réponses après. OK, ça va. Alors, le programme de cette petite présentation, donc un agenda, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc, on va commencer par parler du Web 1 et du Web 2, ce qui nous permettra en fait de positionner ou de contextualiser un petit peu la blockchain que j'introduirai juste après. Et ensuite, le Web 3. Voir un petit peu ce que c'est, ce qu'il permet ou quelle est la philosophie de base. Et puis ensuite, je m'attarderai sur les cas d'utilisation de la blockchain. Alors, il s'agit pas du tout d'une liste exhaustive. J'ai sélectionné un peu de manière arbitraire 3 use cases, mais j'insiste, voilà, il y en a plein d'autres. Et puis, juste pour terminer, un mini point sur la recherche actuelle en blockchain et plus particulièrement à l'UNAMUR, évidemment, self-promotion. OK. Mais voilà, ça c'est le programme qui va nous animer pour cette petite présentation. Alors, Web 1 et Web 2. Aujourd'hui, on utilise Internet de manière comme on voit Internet comme un pilier, voilà, de la vie moderne, et on s'intéresse pas trop, ou on oublie un petit peu que en fait la philosophie de base d'Internet, quand il a émergé, ne ressemble pas du tout à ce qu'on a actuellement. Et donc on peut distinguer 3 phases
dans le web, donc Web 1, Web 2 et Web 3. Et le Web 1, c'était donc plus ou moins 1990-2004. Et donc il y a un chercheur à Genève en 1989, année millésime, I might add, qui avait pour objectif de fournir quelque chose de décentralisé, de telle manière à ce que n'importe qui dans le monde puisse communiquer avec n'importe qui dans le monde. Ça, c'était un peu la philosophie de base, donc cette notion de décentralisation. Et donc le Web 1, qu'est-ce qu'on avait? On avait principalement des pages web un peu statiques, très peu d'interaction avec l'utilisateur. Et donc c'était vraiment les entreprises, des pages web qui proposaient du contenu. Et ce contenu était donc en lecture seule pour les users, pour vous et moi. Donc on avait vraiment un flux d'informations qui était unidirectionnel. Et donc là vous avez voilà deux screenshots pour nous rappeler le bon vieux temps de à quoi ressemblaient donc ces pages web très statiques. Ça c'est le Web 1. Et puis ensuite on a vu l'émergence du Web 2, donc plus ou moins dans les années, autour de 2004 jusqu'à aujourd'hui. Et le Web 2, là, ça a commencé vraiment avec l'émergence des plateformes de réseaux sociaux. Ok. Et donc on avait on passe d'un flux informationnel donc unidirectionnel à un flux bidirectionnel. C'est-à-dire que maintenant les utilisateurs, vous et moi, pouvons poster ou générer du contenu sur le web. Ok. Donc pensez au blog. Il y a très longtemps, pensez à MySpace, pensez à Facebook, Insta, TikTok et tutti quanti. Et au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se connectaient et généraient du contenu, eh bien on a vu aussi que finalement il y avait une petite poignée d'entreprises qu'on ne nommera pas, les GAFA, qui ont capté de manière un peu disproportionnée le trafic et aussi ont pu monétiser finalement nos données ou notre contenu qu'on générait. Et donc le pouvoir est un petit peu dans les mains de ces grosses entreprises. Et donc on perd cette notion de décentralisation, on perd cette notion de communication entre utilisateurs, cette philosophie un peu utopiste qui est à l'origine finalement du web. Ok. Donc là, voilà, je repositionne un petit peu, j'ai l'impression d'être une historienne, mais je repositionne un petit peu ces grandes phases du web et les philosophies sous-jacentes, et puis finalement les dérives qu'on a pu observer. Yes. Donc ça, c'est pour le Web 2. Quid de la blockchain maintenant? Donc, donc sorry, moi j'ai préparé finalement un petit talk pour de vulgarisation, mais c'est pas grave. Donc la blockchain, donc ici je vais présenter ou expliquer ce que c'est et puis la repositionner ou la recontextualiser dans le Web 3. Il y a plein de manières de définir ou d'expliquer ce que c'est une blockchain, et j'aime bien finalement la façon dont Bettina Warburg, qui est une chercheuse et une experte en blockchain, la présente. Et elle dit que la blockchain finalement c'est une manière ou un moyen d'échanger à l'échelle avec n'importe qui dans le monde. Donc si on fait un petit peu d'histoire, il y a très longtemps, quand nos sociétés étaient finalement très petites, on pouvait commercer, on pouvait échanger directement avec son voisin, avec le petit épicier du coin, et avec finalement des règles assez informelles. Mais au fur et à mesure que les distances ont augmenté et que la complexité a augmenté également, mais là on a eu besoin d'intermédiaires, on a eu besoin d'institutions qui pouvaient venir faciliter ou garantir en tout cas les transactions, nos échanges. Ok ? Donc ça c'est positif. Donc les institutions bancaires, le gouvernement, les magasins, qui nous permettent de garantir, qui nous assurent justement que les transactions sont enregistrées, sont validées. Ça c'est extrêmement positif. Le problème c'est que ces intermédiaires, qu'est-ce qu'ils font aussi ? Ils rendent les transactions parfois un peu plus lourdes, un peu plus coûteuses, un peu moins performantes. Et donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas toujours garantir ces transactions, mais passer en fait d'une confiance en des intermédiaires à une confiance plus technologique. Donc c'est un petit peu ça l'idée sous-jacente derrière la blockchain. Donc on passerait
d'une setting, d'une configuration où pour échanger, on doit passer donc par des intermédiaires, par des institutions, peu importe quel type d'institution. Ici, on prend la banque, c'est le grand classique, mais des institutions en général, donc des intermédiaires, vers une configuration où on va échanger directement entre acheteurs et vendeurs, donc directement de pair à pair. Donc c'est un petit peu ça le pitch ou la configuration vers laquelle on aimerait tendre avec la blockchain. Ouais, donc si on prend l'exemple de Vinted, donc j'ai un sac, je ne l'utilise plus, j'aimerais bien le vendre. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder autour de moi si quelqu'un est intéressé. Ça fonctionne, mais finalement, je peux pas toucher un très 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 grand nombre de personnes. Une application comme Vinted me permet d'élargir ma customer base, mes clients potentiels, de manière assez significative. Et donc là, voilà, je peux vendre à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Magnifique. Le problème avec Vinted, et j'ai rien contre Vinted, hein, c'est juste pour l'illustration. Le problème avec Vinted, c'est quoi? C'est que, en fait, derrière l'application, il y a une entreprise, il y a une organisation. Donc, on passe encore par un intermédiaire. On passe encore par un intermédiaire qui va rendre la transaction plus coûteuse et ou plus lourde et ou moins performante. Et donc, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire exactement comme Vinted, mais avec une application blockchain. Et donc, on va passer, donc derrière l'interface Vinted, on va passer d'une entreprise à l'application D-Vinted ou Vinted on Chain, whatever you want to call it. Et là, derrière notre interface, derrière notre application, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du code, du logiciel, donc du programme informatique qui va être exécuté par toute une série de nœuds, donc les nœuds du réseau. Et donc, c'est vraiment ça, cette idée, c'est on passe d'une confiance en un intermédiaire, en une institution, à une confiance technologique ou algorithmique. On ne fait plus confiance à une personne de manière un petit peu aveugle, mais on va faire confiance à des mathématiques. C'est ça l'essence finalement de la blockchain. Et petite parenthèse, donc, lorsqu'on utilise Vinted, et à nouveau, Vinted ou n'importe quelle autre application, même si voilà, il y a des avantages, la transaction est garantie, je touche un plus grand nombre de personnes, on se rend quand même un peu vulnérable. C'est-à-dire qu'on va partager des données, sensibles ou non, et on est quand même de plus en plus réticent à faire ces démarches-là. On n'a pas forcément beaucoup d'alternatives, mais on n'est pas hyper confortable avec cette idée de « ok, je partage mes données ». Et donc à nouveau, avec la blockchain, je peux garantir ou préserver mes données privées, elles m'appartiennent. Elles ne pourront pas être lues ni exploitées par un tiers. Ok, donc, comme j'ai dit, la blockchain permet de commercer, d'échanger avec, donc de pair à pair, donc directement avec entre acheteurs et vendeurs, sans passer par un intermédiaire. Et donc, la blockchain, ça va être une sorte de base de données décentralisée. Donc, on va enregistrer toutes les transactions qui vont être exécutées sur le réseau blockchain. Et pourquoi on appelle ça une blockchain? Vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, c'est parce que les transactions, elles vont être stockées dans des blocs et les blocs vont être reliés entre eux pour former une chaîne de blocs, d'où le terme blockchain. Et les blocs vont être reliés entre eux par une sorte de pointeur cryptographique qui fait que on ne peut pas en fait modifier le contenu d'un bloc. On ne peut pas modifier une transaction, en tout cas, sans que ça ne soit extrêmement flagrant pour tout le monde. Et donc, le registre dans lequel vont être stockées les transactions, vont être stockés les blocs, va être stocké dans les différents nœuds du réseau. Et donc, ça rend la blockchain très robuste et on a ce caractère infalsifiable qui est extrêmement intéressant. Alors, donc, on a vu ce que c'était, ou la philosophie en tout cas derrière le Web 1, derrière le Web 2. On a vu ce que c'est la blockchain. Quid du Web 3 maintenant?
Donc le Web3 va être rendu possible grâce donc à cette technologie blockchain et l'intention derrière cette troisième phase du web, c'est de rendre le pouvoir aux utilisateurs. Donc on aimerait se passer de ces grands noms du web qui nous font un peu peur, qui nous font un peu flipper, et revenir finalement à la philosophie, vraiment à l'origine du web, et ramener le pouvoir donc aux différents utilisateurs. Et donc on arrive à un web qui est read, write, own. Donc en lecture, en écriture et aussi en possession. Donc on peut posséder les différents actifs qui vont être partagés ou validés sur le web. Donc si le web 1 était en lecture seule, si le web 2 était en lecture-écriture, donc ici on passe en lecture, écriture et possession. Donc on a, comme je disais, on va essayer vraiment de rendre le pouvoir aux utilisateurs du web à travers cette notion de propriété et cette notion de transparence. Comme vous le savez, les blockchains vont se reposer sur les crypto-monnaies pour pouvoir assurer cette notion de gestion de la plateforme, gestion du contenu, propriété et monétisation. Et donc là, on tend vraiment, ou on retourne vers l'utopie de base qui est cette notion de décentralisation. Donc on n'a plus le pouvoir et les données qui sont dans les mains de quelques grands acteurs, mais ça va vraiment revenir aux différents utilisateurs. Alors, donc, il y a plein de définitions du Web3 ou plein de manières de l'interpréter ou de le discuter, mais ici on a relevé 4 caractéristiques ou 4 fonctionnalités de base ou fondamentales du Web3. Donc il y a cette notion de propriété, d'ouverture et de résistance à la censure, les DAO et l'identité. Donc notion de propriété, comme je disais, la propriété liée au contenu notamment revient à nouveau aux utilisateurs. On est à nouveau propriétaire du contenu que on va générer. À l'inverse, avec le Web 2, le contenu qu'on va générer, il nous appartient pas forcément. Donc, si vous prenez si vous prenez les YouTubeurs, ils vont poster une vidéo sur YouTube, cool, mais ils vont finalement être un petit peu liés à YouTube. Ils ne pourront pas déplacer le contenu très facilement sur une autre plateforme. Et s'ils le font, c'est finalement à leurs risques et périls. Ils vont perdre énormément de valeur ou de followers ou de vues. Autre exemple, moi je suis pas une gameuse, mais peut-être qu'il y en a dans la salle. Si vous achetez des armes dans des jeux, finalement c'est le jeu qui garde le pouvoir. Donc si le jeu décide finalement on n'a pas envie de proposer cette arme-là, ou finalement on n'a plus envie de proposer le jeu tout court, vous perdez l'investissement que vous avez réalisé au sein de ce jeu-là. Ouverture et résistance à la censure. Bon, ça, je pense que ça va être intéressant de voir dans le futur comment ça va évoluer, parce que je pense que ça peut être aussi à double tranchant. Mais là, l'idée, c'est que n'importe qui peut participer au Web3. Donc, il n'y a pas besoin, à part une connexion Internet un peu stable, il y a besoin de rien d'autre. Okay. Donc, c'est, en tout cas pour les réseaux publics, c'est oui, à nouveau, on va pas avoir une organisation ou une autorité centrale qui va venir nous donner des droits d'accès particuliers parce que j'ai tel ou tel profil. Non, c'est ouvert et c'est résistant donc à la censure. On a les DAO qui est donc qui sont les Decentralized Autonomous Organizations. Donc là c'est assez intéressant aussi. Donc ce sont des organisations ou des plateformes en ligne dans lesquelles les différents membres de l'organisation peuvent voter. Donc c'est vraiment cette notion de démocratie qu'on va retrouver. Notion de vote par exemple, qui peuvent aussi être liées ou corrélées ou représentées avec des parts dans la société.
Et je trouve que, moi j'aime bien ce point-là, je le trouve extrêmement intéressant parce que, à nouveau, c'est hyper teinté de cette notion. On redonne le pouvoir aux utilisateurs. On veut plus de transparence. On ne veut plus faire confiance aveuglément en 2-3 institutions. C'est voilà, le pouvoir au niveau des users. Et alors, finalement, on a cette notion d'identité. Si vous prenez le Web 2, vous devez, enfin, il y a moyen de changer un petit peu ou de trouver des raccourcis, mais typiquement, vous allez avoir un login et un mot de passe pour Facebook, un login et un mot de passe pour Twitter, un login et un mot de passe pour TikTok et tutti quanti. Donc, vous allez démultiplier un petit peu les différentes identités sur chacune des plateformes. Avec le Web3, vous allez vous-même gérer votre identité digitale. On a cette notion de self-sovereign identities. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais voilà, l'identité nous appartient et on peut finalement la gérer comme on l'entend. Et idéalement, on va retrouver donc cette notion, une seule identité pour de multiples plateformes sur le Web 3. Ok. Donc voilà, ça c'était pitcher un petit peu c'est quoi le Web 1, Web 2, c'est quoi la blockchain et comment elle s'inscrit dans l'évolution du web. Et maintenant, parlons un petit peu des différents cas d'utilisation de cette technologie. Oui, donc ici vous retrouvez un petit peu un état de l'art. Donc c'est une visualisation qui a été reprise d'un papier scientifique qui, comme je viens de le dire, fait vraiment l'état de l'art des applications blockchain. Donc vous voyez que ça ne, enfin à nouveau vous le savez, mais ça ne se limite pas à tout ce qui est finance. Donc très souvent quand on entend parler de blockchain actuellement, c'est lié à la DeFi, donc au crypto, ou pire on fait un peu l'amalgame entre Bitcoin et blockchain, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc il y a l'art qui est un cas d'étude extrêmement intéressant, et il y en a d'autres. Et c'est ça que je trouve très sympa, et personnellement en tout cas c'est ça que j'ai envie d'étudier. Donc c'est pas les aspects liés à la DeFi, à la finance, à la crypto, mais vraiment les différents, d'autres industries qui pourraient appliquer donc cette technologie. Et comme je vous ai dit, ici j'en ai sélectionné 3 de manière un peu arbitraire. Peut-être celles que je trouve les plus impactantes aujourd'hui, mais gardez en tête qu'il s'agit vraiment de un petit avant-goût, quoi. Donc il ne s'agit pas du tout d'une liste exhaustive. Alors premier cas d'utilisation que je trouve assez sympa, c'est dans le domaine du retail. Donc le retail et certaines marques en particulier ont des soucis liés, par exemple, à la contrefaçon. Donc pensez, un exemple classique, ce sont les marques de luxe, mais il n'y a pas que ça. Les marques telles que Nike, Adidas, on a aussi beaucoup de contrefaçon. Et donc ça, c'est un petit peu délicat, à la fois pour les marques et aussi pour les acheteurs, les consommateurs. Et donc, avec la blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait prouver l'authenticité d'une pièce. Donc il y a une application Ariani, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui s'occupe d'authentifier des pièces de luxe. Donc Ariani a un partenariat avec différentes maisons de luxe, Louis Vuitton pour ne citer que. Et lorsque vous achetez une pièce chez Louis Vuitton, vous pouvez ensuite la faire authentifier par la marque, et vous avez ce certificat d'authentification qui est à vous. Donc voilà, il va prendre la forme typiquement d'un NFT. Ce qui est sympa, c'est que deux choses. Un, vous allez pouvoir prouver que effectivement le sac que vous avez est un vrai. Donc si vous voulez le vendre après, c'est sympa. Et deux, vous allez prouver aussi qu'il est à vous, et que si vous le vendez, vous avez le droit de le vendre. Okay. Donc ça, c'est un premier exemple
d'applications potentielles de la blockchain au milieu du retail. Autre élément intéressant concernant le retail, c'est tout ce qui est finalement chaîne logistique. Et ça va être lié au point suivant. Mais donc, on est aussi, enfin je dis on, j'espère qu'on l'est tous, mais on est aussi assez sensible à la manière dont les produits qu'on achète ont été fabriqués. Et donc même s'il y a certains labels sur des produits, finalement on fait à nouveau confiance à une institution. Il y a pas une énorme transparence, en tout cas pas totale, sur comment ces labels sont distribués ou ces bonnes notes sont calculées. Et donc avec la blockchain, on pourrait avoir un suivi beaucoup plus transparent sur la façon dont le produit, le t-shirt par exemple qu'on a acheté, a été fabriqué. Est-ce que les matières premières ont été sourcées de manière éthique? Est-ce que les personnes qui sont intervenues dans la chaîne ont été rémunérées de manière correcte? Est-ce qu'elles ont travaillé dans des bonnes conditions, etc. Donc ça, c'est aussi un cas d'étude que je trouve personnellement extrêmement intéressant. Et c'est sans doute l'un des cas où la blockchain peut être hyper impactante. Oui. Autre cas, donc c'est un petit peu lié, hein, c'est un petit peu lié à l'industrie précédente, mais c'est tout ce qui est chaîne alimentaire. Donc il y a eu pas mal de scandales ces dernières années sur la composition de certains aliments. Et donc à nouveau avec la blockchain, si on parvient à faire le suivi de la chaîne logistique, on pourrait assurer une meilleure transparence, on pourrait acheter nos produits de manière un petit peu plus sereine oui, ça, simplement avoir une vue sur comment s'est passé le sourcing des différents aliments. Alors, ça demande, comme pour le cas précédent, mais j'ai pas mentionné, mais ça demande l'intervention ou l'utilisation d'une autre technologie, typiquement l'IoT. Alors, on n'a pas encore non plus de solution hyper robuste à l'heure actuelle, mais je suis personnellement extrêmement curieuse de voir comment ça va évoluer. Et je pense que je voulais ajouter un truc. Carrefour. Donc là, je pense que je mentionne. Non, mais si vous faites des recherches, vous allez souvent tomber sur Walmart, qui a été un des premiers à utiliser cette technologie. Plus près de chez nous, il y a aussi Carrefour qui tente d'utiliser cette technologie pour certains aliments. Donc ça commence à bouger, donc c'est assez sympa. Et enfin, dernier cas d'étude, que je voudrais mentionner ici, c'est tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, je parle pas forcément des tout gros artistes qui se font 1 million à chaque post Insta comme Mademoiselle ici, mais donc pour elle, je pense pas que ça va changer grand chose, ça va pas changer grand chose à sa vie. Mais par contre, pour des artistes qui n'ont pas sa notoriété, l'utilisation de la blockchain pourrait assurer en fait des royalties, pourrait assurer aussi que voilà, on peut pas voler leurs œuvres de manière comme ça extrêmement simple. Il existe plusieurs applications. Il y a Foundation, si je ne me trompe pas, qui propose une plateforme pour les photographes. Donc, le photographe peut uploader donc sa photo sur la plateforme et ça va créer un NFT et donc ça veut dire que lorsqu'il va vendre ce NFT et que ce NFT à nouveau sur le marché secondaire va être revendu, eh bien on va pas perdre la trace de l'artiste original et l'artiste va pouvoir donc percevoir ses royalties comme il se doit. Donc voilà, cette notion de propriété intellectuelle qui va être préservée, qui va être assurée
pour les artistes, là, je pense aussi qu'on est sur un cas d'étude assez impactant, assez intéressant. Yes. C'est pas dans les slides, mais je vais peut-être juste aussi mentionner qu'on parle très souvent de la blockchain pour le milieu privé, mais dans le secteur public, ça peut être aussi assez intéressant. Je sais pas moi, par exemple, pour rendre les procédures un petit peu moins lourdes, un peu plus transparentes. Pardon ? Si seulement, ouais. D'ailleurs, j'ouvre souvent mon cours avec une vidéo, une caméra cachée de François Lambrouille qui balade une des personnes pour la création d'un abonnement tech. Enfin, c'est magique. Ou bien, enfin, on a tous des exemples en fait, hein, mais il y a aussi le film L'Auberge espagnole quand Romain Duris veut clôturer son dossier pour partir en Erasmus. On le balade aussi de gauche à droite. Il faut du duplicata avec photo, mais éventuellement aussi l'adresse de la maman. Donc voilà. Dans le secteur public, ça peut être aussi assez sympa d'avoir, ou d'utiliser ces technologies pour favoriser un flux un petit peu plus, pas dire simple, mais plus simple, quoi, plus simple. Alors, pour terminer, juste un petit mot sur les recherches actuelles. Donc c'est un sujet, c'est un peu un hot topic actuellement dans le monde scientifique. Il y a de plus en plus de recherches sur le sujet. Donc vous voyez que ça grimpe un peu de manière exponentielle. 2022, on n'est pas encore au-dessus, mais bon, c'est parce que 2022 c'est pas fini, c'est pour ça. Donc on verra bien à la fin de l'année. Et à l'université de Namur, on a aussi donc des projets de recherche sur le sujet. Donc j'ai des collègues en fac d'info qui travaillent sur la partie peut-être plus infrastructure, plus low level. Et puis au département et en droit aussi, certaines personnes bossent sur le sujet. Et au département de gestion, donc il y a mon collègue qui travaille sur l'utilisation de la blockchain pour les processus interorganisationnels. Et en ce qui me concerne, je suis assez intéressée par tout ce qui est best practice lié au développement d'applications basées sur la blockchain et tout ce qui est analytics aussi. Donc il y a énormément de données disponibles. Est-ce qu'il y a moyen de les exploiter pour en tirer de la valeur, donc sur les transactions notamment. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant, je ne connaissais absolument rien. La blockchain, donc, c'est un élément qui est là au niveau du web, mais pour y accéder, il y aura toutes ces applications qui vont arriver. On ne peut pas dire je suis sur la blockchain, point. Il y a quand même une interface entre moi et ce que j'ai envie d'en faire. Oui, donc en fait au niveau look, au niveau interface, ça peut ressembler à 100% à une application classique, à une application centralisée. Donc j'ai parlé de Vinted par exemple. Si vous utilisez Vinted actuellement. Et si maintenant je développe Vinted, donc l'application Vinted mais sur la blockchain, au niveau interface, ça pourrait être exactement la même chose. Et puis on a certains porteurs de projets ici qui ont aussi qui travaillent sur des applications décentralisées. Si vous regardez l'interface, vous pouvez pas faire la différence entre ça c'est une application blockchain ou ça c'est une application centralisée. Et donc la grosse différence, c'est la localisation des données qui, elle, n'est plus centralisée dans l'application, mais qui devient distribuée. Exactement. Et l'exécution du code, du logiciel qu'il y a donc derrière les différentes applications, ce n'est plus dans les mains donc d'une seule entité, mais c'est vraiment distribué au niveau de tous les membres du réseau. Ouais, tout à fait. Je vous en prie. Le mot-clé, c'est décentralisation, mais est-ce qu'il n'y a pas une tentative de centralisation par certains acteurs? On est dans le cadre ici Muséum Lab, donc artistique, entre
guillemets. Et si on prend le cas des NFT pour les CryptoPunks ou tous les artistes qu'on va pouvoir voir après, il y a un acteur dominant qui s'appelle OpenSea pour l'instant. Ouais. Est-ce que de cette décentralisation, on ne vient pas à une logique de centralisation? Est-ce qu'on n'est pas condamné, entre guillemets, dans le web à la création de géants? Et c'est toute la question des business models à développer pour le Web 3, en fait. Ouais, c'est une très très bonne question slash remarque. C'est vrai que on observe pour certains domaines ou pour certains protocoles de consensus une tendance à la centralisation. Et donc il y a des chercheurs, des scientifiques qui tentent de fournir quand même des solutions pour pallier à cette dérive-là. Mais ouais, enfin, il y a quand même cette menace-là. Enfin, moi, je vais prendre l'exemple du Bitcoin. C'est vrai qu'à nouveau, la philosophie de base, on était sur de la décentralisation, pardon, et puis finalement, on remarque quand même que on a des pools qui sont dans les mains de seulement quelques gros acteurs. Et donc, on perd cette notion, cette utopie de la décentralisation. Tout à fait. À voir comment ça va évoluer. Merci. C'est même pire que ça, parce que de Coinbase, tu vas avoir un seul investisseur qui s'appelle A60Z, avec 5 personnes qui travaillent là, qui ont fait monopoliste. Enfin, contre le tout. Ouais. Donc c'est encore beaucoup plus centralisé que, en fait, ce qui existe actuellement sans blockchain. Ça, c'est hyper centralisé, beaucoup plus vite que... C'est ce qu'on avait anticipé. Ouais. Un exemple d'application, mais je ne connais pas exactement la situation, de ce qu'on appelle un peu l'administration. C'était la validation des diplômes entre les différentes universités ou hautes écoles entre différents pays. Tout à fait. Parce que quand on voit arriver un étudiant, notamment en Belgique, avec un diplôme, on n'est pas certain, entre guillemets, que c'est un vrai diplôme. Absolument. Donc il y avait un projet de recherche, mais je ne connais pas la situation. Ouais. C'est qu'on puisse valider le lien entre l'étudiant et son diplôme et le partager entre toutes les universités. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est évidemment aussi un cas d'étude qui m'intéresse tout particulièrement. Et c'est même plus qu'entre universités, finalement. C'est aussi, voilà, nous, on va... exactement, voilà. Donc, il y a aussi une fraude... Bon, je vous avoue, je connais pas trop l'ampleur de cette fraude-là, mais ça peut arriver. Eh bien, voilà, l'employeur, si on montre un diplôme qui a été délivré par une université qui a déployé donc le diplôme sur la blockchain, ben, il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute là-dessus. Ouais, effectivement. Plus de questions, remarques non? Ok. Bon, ben super. Oui. Je reviens ici du coup sur le concept de centralisation, décentralisation. On peut aussi exploiter toute la notion de blockchain pour justement fermer le faire entrer dans un circuit fermé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire j'ai un cas où, enfin, dans ma société dans laquelle je travaille, où on s'est fait auditer pour le contrôle en fait de l'authenticité, la traçabilité des factures. Ouais. Donc en fait, on doit prouver que chacune des modifications ou pas que tout soit tracé, mais en fait on détient du coup un monopole sur un produit dont on a une recette secrète, dont on ne veut pas partager aux autres, et souvent on se fait attaquer de diverses manières différentes pour essayer d'atteindre la recette. On a une compagnie qui s'est fait passer par une société de validation de factures. Okay. C'est-à-dire qu'elle fournit des certificats pour signer les factures, et enfin on les a interrompus avant que ça rentre dans le système, mais dans ce cas-là en fait on s'est imaginé pourquoi pas développer notre propre blockchain, un système qui permet en fait, donc via une liaison de NFT sur chacune des factures, excusez-moi, justement, une fois que l'auditeur il dit oui, mais quelle est la preuve que vous n'avez pas touché, on justifie via les transactions de la chaîne de blocs. C'est un peu ça. Voilà, un petit moment par rapport à ça.
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai pas mentionné ces aspects-là, mais il y a effectivement trois types de blockchain. Donc, on a les blockchains publiques, les blockchains privées et les consortiums. Et c'est vrai que voilà, ce talk était plus lié aux blockchains publiques, mais il existe effectivement, voilà, tout à fait des blockchains privées. Et alors, du coup, je me permets de faire une remarque supplémentaire parce que je pense à ça. Moi, je suis persuadée qu'il faut... il faut pas essayer de résoudre tous les problèmes avec la blockchain. Parce qu'on a des spécialistes qui font ça, c'est les champions du monde qui trouvent une nouvelle technologie, un peu qui fait le buzz et on va l'appliquer à toutes les sauces. On va pouvoir gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Et puis finalement, la solution qu'ils vont développer, elle va pas répondre aux besoins, elle va pas résoudre le problème pour lequel il a été développé. Donc c'est toujours hyper important. Et ça, c'est mon background aussi en tant qu'analyste business et ingénieur des exigences. Toujours important de bien analyser le problème et s'assurer que la blockchain est effectivement une solution adapté au problème. Ça paraît évident ce que je dis, mais je vous assure que il y a des champions du monde. Oui, ça, moi, c'était vraiment par rapport vraiment dans le domaine privé plutôt fermé, où, dans mon cas, moi, on développe tout en interne, que ce soit notre propre ERP, notre propre système de facturation, ça va de A à Z. Et c'est dans ce cas-là où on était forcé de passer par des organismes externes, où on s'est fait plus ou moins attaquer, qu'on a réfléchi à cette idée. Ouais. Non, mais je trouve ça intéressant, mais du coup, j'ai rebondi parce que Bon, du coup, merci Sarah pour cette conférence très intéressante. Merci beaucoup. Je voulais profiter du coup de cette... je vais peut-être éteindre. Non, pas de souci. Je voulais profiter de cette conférence sur la blockchain pour aussi vous annoncer que Selfbar est présent avec nous pendant ces 2 jours. Donc Selfbar, c'est un projet qui fonctionne sur la blockchain, qui est en fait un bar où on se sert soi-même. Peu importe, ici on a de la bière et du vin blanc, mais on peut aussi y mettre d'autres boissons. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de faire cette transition parce que ça vous permet finalement, pour ceux qui ne connaissaient pas forcément la blockchain ou qui n'ont jamais utilisé tout court, voilà, de l'utiliser, de se rendre compte que finalement, comme un peu toutes les nouvelles technos, ça peut nous faire peur parfois. Et puis finalement, dans nos usages quotidiens, on peut l'utiliser sans même s'en rendre compte. Donc, voilà. Je vous propose peut-être de donner un petit mot là-dessus. Une petite explication. C'est pas prévu, mais voilà. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vincent Calbot. Donc, je suis inventeur et j'aime bien tout lier par rapport à comment la nature fonctionne, en fait. Donc, de simplifier les technos. Et en fait, moi, tout ce qui était blockchain, la chose qui m'intéressait le plus, c'est que c'est un pur outil de confiance, quoi. Donc, ça permet de justement éviter des soucis de transparence et voilà, d'autres choses. Très souvent, moi, je compare un peu la blockchain quand j'explique à quelqu'un qui connaît pas du tout la blockchain. Un des exemples que je donne, c'est je dis imaginez toutes les cellules de votre corps qui sont tous les blocs, et si maintenant vous brûlez le bout du doigt, tous les autres blocs sont au courant, en fait. Et en même temps, dans l'ADN, on a tout ce qui s'est passé dans tous vos blocs. Et ça vous permet même même avec un seul bloc, donc avec une seule cellule, on peut reproduire tout votre corps, en fait. Donc avec tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une des choses, voilà. Et ici, donc avec Selfbar, là on a... Donc ici, moi, ça fait déjà... je dirais une quinzaine d'années que j'ai fait des systèmes de self-service de boissons et des choses comme ça, où là j'ai intégré justement de la blockchain dedans pour justement sécuriser, automatiser et rendre les choses beaucoup plus transparentes. Ce qui m'a permis en fait de pouvoir créer un modèle économique que je dis plutôt en mimétisme avec la nature, donc avec un système de partage. Donc là, le but premier, là, avec par exemple Selfbar, c'est supprimer tout ce qui est gaspillage. Donc là, les personnes, comme ils se payent, au moment où ils se payent une boisson,
Ils ont une carte, ils déposent simplement la carte sur la table et en fait quand ils tirent, c'est enlevé centime par centime, donc comme à la pompe à essence. Et donc ça permet que, comme c'est l'argent des gens, ils vont plus laisser couler à côté, etc. Et donc ça responsabilise les gens au niveau de tout ce qui est gaspillage. Et donc là, ça. L'autre chose que la blockchain permet, donc là ici. Le token que j'utilise aussi permet aussi de faire l'audit de toute la comptabilité en temps réel de toutes les tables en fait. Donc là, pourquoi je fais ça aussi? Parce qu'en fait, c'est un modèle collaboratif où les tables sont mises gratuitement dans les établissements. Et la société en fait se rémunère avec une partie finalement des anciens déchets qui coulaient avant à côté, quoi. Et qui sont pour le système communautaire, quoi. Donc voilà, j'avais pas prévu de parler, donc voilà. Si vous avez d'autres questions, enfin ici c'est surtout, donc là dans le système, j'ai vraiment lié des choses, j'ai lié de l'IoT, donc de l'internet des objets, j'ai lié de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Et la blockchain, notamment, ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet qu'on ne peut pas corrompre l'intelligence artificielle et on ne peut surtout pas corrompre les objets, en fait, à ce moment-là. Et donc là, c'est ça qui est bien avec la blockchain. On a un outil de confiance qui permet que, voilà, on édite les règles commerciales de comment ça fonctionne et tout tourne tout seul, en fait. Donc voilà. En pratique, ça marche comment? Est-ce que Vous allez pouvoir le voir là maintenant. D'accord. Une carte ou d'un point de vue hardware, qu'est-ce qu'on doit utiliser en tant qu'utilisateur? En tant qu'utilisateur, il y a une carte en fait. Donc une carte qu'on peut même recharger. Enfin ici, ça j'ai presque fini cette partie-là où on peut recharger avec son téléphone. Donc là, et c'est aussi du RFID intelligent en fait. Où carrément dans la carte, j'ai un dérivé de blockchain dans les cartes en fait. Donc c'est vraiment assez, c'est pas courant du tout en fait. Donc Merci beaucoup. Voilà. Je crois que c'était très clair. Et si vous avez des questions, si vous voulez tester, je vous invite justement maintenant. On a une petite pause avant la conférence de Benjamin Spark, juste après. Donc on se retrouve à 15h pour la prochaine conférence. Et en attendant, je vous propose d'aller tester Self Bar et surtout d'aller visiter notre expo. Voilà, merci.